Bien, eh bien, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je vais vous parler. Alors, oui, peut-être peu de précision. Il y a une restructuration de l'observatoire, une fusion avec l'Institut de mécanique céleste. Donc, le laboratoire désormais s'appelle Laboratoire Temps-Espace. Voilà. Mais il y a une bonne partie des idées qui sont gardées. Et donc, je vais vous parler, voilà, des capteurs quantiques basés sur les horloges optiques et les interféromètres atomiques, leur physique et les applications, avec pas mal d'accent sur les applications et vraiment en m'appuyant sur ce qu'on fait au laboratoire. Donc, l'idée derrière les capteurs quantiques basés sur les atomes, c'est d'exploiter des processus très fondamentaux d'interaction entre les atomes et les champs électromagnétiques, donc les lasers, en identifiant des situations où toutes les perturbations aux processus fondamentaux sont très petites par construction. Ensuite, en étudiant vraiment en profondeur la physique du capteur pour connaître vraiment de manière exhaustive les perturbations et les contrôler. Et puis, dans notre travail, il y a toujours tout de suite et en même temps considérer des questions de fiabilité, d'application dans la vie concrète, de cas d'usage, qui sont toujours le point de départ pour les applications et l'industrialisation. Donc, avec cette logique là, le bénéfice immédiat, c'est des capteurs qui spontanément ont de l'exactitude, donc la capacité à réaliser une unité fondamentale ou à mesurer dans une unité fondamentale du système international directement, et éventuellement la stabilité à long terme, et dans certains cas, et ça donne aussi de la très haute sensibilité. Et donc ça, c'est une logique qui peut s'appliquer pour le temps, pour la longueur, les champs RF, la température, les champs magnétiques, la gravité, la rotation. Donc moi, je vais mettre l'accent sur ce qu'on fait au labo, le temps et la gravité. Il y a encore un autre aspect, je pense, qui mérite d'être pointé, même si j'en parlerai très peu parce qu'on ne le fait pas. C'est que avec les capteurs basés sur les atomes, on peut aussi faire des capteurs de toute petite taille, donc de la mesure à très très petite échelle, qui peut être rendue massivement en parallèle, voilà, dans certains environnements très très spécifiques. Dans la même logique, on peut faire aussi le capteur atomique peut être un capteur secondaire couplé à des dispositifs optomécaniques pour mesurer des courants électriques, etc. Mais donc voilà, moi je vais parler principalement dans tout ça du temps et de la gravitation. Donc quelque part une horloge atomique, c'est l'expression la plus simple de cette logique. On part du fait que autant qu'on sache, les niveaux quantifiés des atomes sont parfaitement stables, immuables, identiques entre tous les atomes, et à la différence d'énergie entre niveaux quantifiés correspond une fréquence via la relation de Planck. Et une horloge atomique, c'est un dispositif qui permet d'accéder à cette propriété. Donc très souvent, un oscillateur macroscopique interroge un ensemble d'atomes. Ça permet d'appliquer des corrections pour que l'un se cale sur l'autre, et on dispose ainsi d'un signal utile pour tout un tas d'applications qui sont ce sur quoi je vais mettre l'accent dans ma présentation. Et donc bon voilà, donc la spectroscopie faite dans d'excellentes conditions, on se préoccupe beaucoup du bruit. Voilà, on obtient un signal électromagnétique macroscopique utilisable, mais qui est affecté par des déplacements et des bruits de fréquence. Donc voilà, la fréquence de sortie, elle peut être exprimée comme ça en fonction de la fréquence atomique non perturbée, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Et voilà, dans le domaine de la métrologie, il y a une énorme emphase sur s'occuper de réduire le bruit. Donc c'est Y de T pour mesurer plus vite, énorme emphase également pour connaître, caractériser très bien tout ce qui fait ce epsilon, donc toutes les perturbations systématiques. C'est là qu'on réalise ensuite le plein potentiel de ce genre de dispositif. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais beaucoup parler des applications, mais c'est quand même intéressant de regarder finalement qu'est-ce qui fait toutes les choses dont il faut s'occuper. Donc il y a tout ce qui joue sur le bruit. Donc ça a été déjà mentionné quand on mesure sur des atomes décorrélés, on a le phénomène de mesure quantique, de projection quantique, et donc sur un ensemble décorrélé, on a le bruit de projection quantique qui est souvent la limite. Et puis il y a la possibilité d'utiliser des atomes intriqués pour dépasser cette limite.
Alors, comme Elisabeth l'avait mentionné, les deux vont en même temps, mais il y a une ancienne génération qui, en fait, continue toujours de progresser. Et bon, moi, je ne vais pas parler beaucoup d'intrication du tout. Je vais quand même, à un moment, mentionner comment ça peut être utilisé d'un point de vue vraiment pratique. Voilà. Après, au niveau des perturbations systématiques, bon, il y a quelque chose de très général et fondamental, c'est les effets du mouvement externe. Ça limite la durée d'interrogation. Et puis, quand un laser, une transition, on fait la spectroscopie d'un atome libre, il y a l'effet Doppler, il y a ce qu'on appelle l'effet de recul, il y a la dilatation du temps relativiste. Et donc, voilà, tout ça, c'est une série d'effets néfastes du mouvement. Donc, quand on fait une horloge, et je dirai plus tard comment, il faut toujours se préoccuper de ça. Il y a aussi des effets qui sont également inévitable. L'atome baigne dans le rayonnement électromagnétique en équilibre thermodynamique avec son environnement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir qui est décrit par la loi de Planck. Et donc, ça correspond à des champs électriques et magnétiques fluctuants. Ben, ces champs se couplent aux atomes, on n'y échappe pas. Donc, il faut s'en préoccuper. Et c'est quelque chose qui demande un travail considérable pour mesurer la sensibilité atomique, connaître, maîtriser la température thermodynamique absolue du champ au niveau des atomes. Autre effet quasi universel, sauf pour des horloges à particules uniques, ben, dès qu'il y a un ensemble d'atomes, il n'y en a pas un seul, ils interagissent, donc toute la problématique des collisions entre atomes, etc. Donc voilà, une grosse partie de ce qu'on fait, c'est comprendre tout ça, ne pas en oublier, les mesurer, les caractériser. Alors, dans la nouvelle génération d'horloges optiques, la caractéristique qui a déjà été rappelée, c'est qu'on utilise maintenant une transition atomique optique. Donc, les fréquences typiques, c'est 10 puissance 14, 10 puissance 15 Hz. Et donc là, c'est le champ qui interroge, c'est de la lumière, qui du coup doit être de la lumière ultra stable. Et pour résoudre drastiquement la question du mouvement, on utilise des atomes fortement confinés, donc on fait des pièges. Ça peut être des ions, donc il y a des pièges à ions. Moi, je vais plutôt parler des horloges à réseau optique, donc une longue laser intense qui piège les atomes. Et donc les atomes piégés, leur mouvement externe a des niveaux vibrationnels quantifiés. Et on arrive à se mettre dans le régime où finalement on fait la spectroscopie de tout ça en distinguant la transition porteuse pour lequel il n'y a pas de changement d'état vibrationnel des autres transitions, et de cette manière on rejette très drastiquement, très efficacement les effets du mouvement, au prix de devoir se préoccuper très finement des effets du piège. Donc pour les horloges à réseau optique, on met un gros laser, donc a priori on est mal parti, une grosse perturbation. Ceci étant, il existe des points particuliers, ça avait été proposé par Katori initialement, voilà, vers les années 2000, où la polarisabilité des deux transitions d'intérêt est égale. Et donc, certes, chacune d'elles est perturbée, mais la transition optique elle-même n'est pas perturbée. Alors, quand on fait des horloges optiques, donc ça c'est la vision la plus simple. Quand on fait des horloges optiques, il faut se préoccuper de tout un tas de termes supplémentaires dans la polarisabilité, dans la manière dont ils perturbent les états vibrationnels, pour en arriver, voilà, à des choses vraiment compliquées à connaître et à gérer. Vous voyez, des dépendances en puissance 1,5 de la profondeur de piégeage, etc. Donc là, je rentre pas dans les détails, mais c'est pour illustrer ce qu'il y a derrière la maîtrise d'une transition au niveau de 10-18. Et donc, dans ces conditions, on arrive à faire la spectroscopie avec des largeurs expérimentales aussi étroites que 0,1 Hz. Obtenir des stabilités de 10-16 à 1 seconde, c'est-à-dire avec 1 seconde de mesure, on connaît déjà la fréquence de la transition à 10-16 en valeur relative, et des incertitudes jusqu'à 10-18, voire mieux. Donc voilà, pour dire simplement, c'est équivalent à faire une erreur de moins d'1 seconde sur l'âge de l'univers. Étant donné toute cette complexité, voilà, la mise en œuvre implique des systèmes laser très complexes, de faire des environnements où le rayonnement thermique est très bien contrôlé. On a besoin de lasers ultra stables qui en eux-mêmes sont très complexes. Donc là, j'ai décidé de pas rentrer trop dans le détail pour pouvoir avoir du temps sur les applications. Et voilà un exemple de bilan d'exactitude. Et voilà, de quelques horloges atteignent des exactitudes totales, des incertitudes totales de l'ordre de 1/10-18, et quelques-unes ont été comparées pour confirmer ce niveau d'exactitude. Donc les applications
qu'on peut faire avec tout ça, donc bien sûr il y a la métrologie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais étant donné que les horloges optiques sont de 2 ordres de grandeur meilleures que les horloges micro-ondes, il y a la perspective de redéfinir la seconde. Donc là, vous avez cet article qui donne des considérations là-dessus. Et je dirais, quand on se donne des critères raisonnables pour faire ça, il faut être exigeant. Et pour l'instant, on est dans une phase où il y a besoin vraiment de consolider la performance des horloges au niveau 10-18. Ça veut dire que faut pas être capable de faire 10-18 quand on s'est préparé au moment où ça nous arrange, etc. Il faut être capable de faire 10-18 tout le temps, où on a prévu une campagne de comparaison avec les collègues 1 an à l'avance. Et voilà, c'est ces 2 semaines-là et être prêt. Et donc là, voilà, on est dans une étape de consolidation de cette performance pour pouvoir redéfinir la seconde dans les prochaines années. Et je vous laisse lire cet article. Alors, ces horloges, ensuite, elles peuvent être utilisées pour faire des tests de relativité générale, faire des recherches de physique au-delà du modèle standard et de la relativité générale, par exemple tester la stabilité des constantes naturelles et également faire des recherches de matière noire. Donc là, j'ai décidé de ne pas m'étendre beaucoup sur cette application, mais là, c'est déjà la logique où l'horloge et le capteur, dès lors qu'on modélise comment la transition horloge est perturbée dans le cadre des modèles étendus qu'on vise à tester. Et là, un exemple de test de redshift, alors la Skytree Tower de Tokyo, faite par notre collègue Katori, donc 2 horloges transportables, une en haut, une en bas de la tour, et là, on voit le gravitational redshift de manière manifeste, et ça permet de le mesurer et de le tester. L'application dont je vais plus parler, c'est ce qu'on appelle la géodésie chronométrique. Donc, ça implique aussi le déplacement gravitationnel vers le rouge. Donc, ça, je rappelle ce que c'est. C'est au voisinage des masses, l'espace-temps est perturbé. C'est décrit de manière canonique par la relativité générale d'Einstein. Et entre autres phénomènes prédits, il y a le fait que 2 horloges identiques mais dans un potentiel différent, quand on les compare par échange d'impulsions lumineuses, leur rapport de fréquence ne va pas être égal à 1. Il va y avoir un rapport de fréquence non égal à 1, lié non pas à ce qui se passe au niveau de l'horloge, mais lié à la structure de l'espace-temps. Alors, cet effet-là, pour une horloge qui est au niveau de la Terre, ça vaut environ 10-18 par centimètre. Donc, ça veut dire que si on est sûr de nos horloges et de nos comparaisons au niveau 10-18, une comparaison à distance d'horloge devient un instrument de mesure, une méthode de mesure de la différence du potentiel de gravitation. Et donc, ça peut être tourné en méthode de mesure pour les sciences de la Terre. Donc, pour ça, il faut des horloges optiques transportables à ce niveau-là. On est en train d'y arriver. Il faut la capacité à mesurer à distance avec des liens optiques fibrés et des liens en espace libre. Et cette capacité, je n'ai pas du tout le temps de m'étendre là-dessus, mais en gros, elle existe largement à l'échelle continentale. Et donc, c'est une application intéressante où là, vraiment, c'est la logique du dispositif quantique atomique qui devient capteur. Très rapidement, une vision d'ensemble de l'ensemble d'horloges qu'on développe et qu'on utilise au labo. Donc voilà, il y a toute une génération d'horloges optiques avec tout ce qui va autour, les lasers ultra stables, les peignes de fréquence optique, connectés à l'ancienne génération d'horloges micro-ondes, donc les fontaines atomiques, le tout qui réalise les échelles de temps et pour réaliser des échelles de temps nationales et internationales, ça implique également les méthodes satellitaires et éventuellement autres de comparaison à l'échelle globale. Donc je dirais, c'est une illustration extrêmement rapide à la fois des travaux qu'on mène et finalement de la partie métrologie temps-fréquence pour en finir à faire des échelles de temps et peut-être un jour changer la définition de la seconde et donc faire que le temps atomique international soit calé sur des horloges optiques. Ce qui a déjà commencé à être un peu le cas de manière préliminaire, on va dire.
Donc voilà, la géodésie chronométrique, c'est de pouvoir avoir éventuellement des horloges statiques qui servent de base, une horloge suffisamment transportable pour être amenée à un point d'intérêt, bien positionnée, utilisant des liens fibrés entre des points initiaux, des points d'arrivée, peut-être aussi sur des points intermédiaires, là où il y a les répéteurs qui ont été mentionnés par Eleni pour faire une mesure supplémentaire d'intérêt, des liens en espace libre qui permettent de couvrir quelques centaines de kilomètres, avec éventuellement une horloge sur la mer. Et voilà, avec tout ça, si on arrive à couvrir tout un territoire, etc., on commence à faire des choses très intéressantes pour les sciences dans la Terre. Il faut également être accompagné de gravimètres pour faire la gravimétrie locale par ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le programme de la géodésie chronométrique. Donc nous, on développe pour ça, par exemple, une horloge transportable à réseau optique. Je rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on va dans la nature, pour ainsi dire, il y a des difficultés nouvelles. Et notamment le fait d'amener un très bon laser ultra stable, c'est difficile. Il y a plus de vibrations dans l'environnement et ça dégrade la stabilité à court terme, donc la capacité à mesurer vite et bien. Donc voilà, ce projet-là, en plus de faire l'horloge transportable, il vise en particulier du coup d'avoir une cavité simplifiée, mais éventuellement stabilisée avec des sismomètres, et puis au niveau atomique, faire des sources très efficaces. Des nouvelles manières que la source initiale d'atomes froids soit très brillante, très efficace. Et puis là, je sais pas si on voit sur le dessin, mais la source en question, elle pourra alimenter 2 têtes différentes. Et ça permettra de faire en sorte que quand on prépare les atomes sur l'une, on interroge sur l'autre et réciproquement. Et donc faire une interrogation où il n'y a jamais de temps mort. Il n'y a jamais de moment où l'atome n'est pas couplé au laser ultra stable. Et ça permet d'augmenter beaucoup l'immunité au bruit du laser ultra stable. Donc là, voilà, ça illustre comment certaines choses, on les pense pour des applications de l'horloge en tant que capteur. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir la même stabilité quand on transporte dans un environnement plus exigeant que quand on est au labo. Et donc pour la partie fibre dont j'ai parlé brièvement, pour ce qui est de la France, on va utiliser l'infrastructure de Refimev que notre labo avec le laboratoire de physique des lasers a fortement contribué à développer. Mais voilà, un réseau fibré déjà largement opérationnel, connecté au niveau européen, qui permet justement de comparer les horloges à nettement mieux que 10-18 déjà. Donc le lien n'est pas la limite pour faire 10-18. Par contre, c'est une infrastructure qu'il faut encore compléter. Et puis bon, là, elle n'est pas facile à maintenir, financer, etc. C'est un assez gros travail. Bon, je pense que j'irai pas au bout de mes transparents, mais un point intéressant. Alors là, on va sur la question de l'intrication. Là, en bas, j'ai mis tout un tas de travaux préliminaires, préalables de divers groupes très connus. Qu'est-ce qui nous intéresse en particulier dans le travail qu'on fait, c'est sur ce sujet-là, dans une horloge strontium, c'est mon collègue Jérôme Lodvig, c'est quelque chose qui soit vraiment utilisable au-delà de la preuve de principe. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la mesure non destructive, quantique ou pas quantique, elle peut aussi avoir des avantages très très pratiques, les mêmes que ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire relâcher la contrainte sur les cavités ultra stables qu'on utilise, d'ailleurs transportables mais aussi pas transportables. Donc pareil, si on a une non-destructivité classique, on peut réutiliser les atomes, donc on a besoin de passer moins de temps à les recharger, moins de temps mort, donc on est moins sensible au bruit du laser, c'est ce que veut dire l'effet Dicke. Et puis on peut aussi avoir des choses plus dans le domaine quantique, c'est-à-dire faire des mesures faibles qui permettent de suivre la phase du laser en même temps qu'on fait l'interrogation avec les atomes et faire un schéma de type ce qu'on appelle atomic phase lock. Et par ce genre de méthode, on peut finalement faire un temps d'interrogation qui va au-delà du temps de cohérence du laser qu'on utilise. Donc, à nouveau, un laser moins bon faisant mieux grâce à une méthode de détection non destructive. Donc, voilà ce qui est fait. Donc là, je pense que je vais aller vite. Donc, la méthode, c'est dans une cavité bichromatique qui est à la fois la cavité qui piège
et la cavité qui fait la mesure non destructive en mesurant le déphasage induit par les atomes sur le champ intracavité avec une amplification liée à la résonance atomique. Et voilà, Jérôme Lodwig, mon collègue, donc a fait plusieurs étapes de développement d'une méthode astucieuse qui permet d'avoir quelque chose qui est robuste et donc voilà qui a vraiment la perspective d'être utilisable en pratique. Donc là, voilà, je rentre pas dans le détail des caractéristiques qui permettent d'ores et déjà d'arriver dans le régime quantique et des tout derniers, on pense être le dernier pas à accomplir pour que ce soit vraiment voilà, un impact fort sur l'utilisation de l'horloge. Dans le peu de temps qui me reste, je vais parler de l'autre type de capteurs qu'on développe au labo, dont je suis moins spécialiste. Donc, c'est les interféromètres atomiques. Donc ici, on fait l'interaction entre les atomes et de la lumière laser, des lasers contrapropagants, de sorte que on sépare physiquement les paquets d'ondes. Un paquet d'ondes absorbe typiquement l'impulsion d'un photon et ça le fait reculer. Les paquets d'ondes se séparent et on peut faire ça plusieurs fois pour recombiner et obtenir une géométrie d'interféromètre. Donc voilà, en sortie de l'interféromètre ici, il y a des interférences représentées ici sur la probabilité de transition, par exemple mesurée sur un des ports de sortie, et qui sont liés au déphasage accumulé par l'onde atomique dans sa propagation. Donc vraiment parallélisme avec interféromètre optique de Mach-Zehnder. Alors il se trouve que quand on calcule ce qui se passe, en fait la phase atomique dans ces processus, qui est imprimée au cours des impulsions laser, elle est liée à la phase laser. Et en fait, on peut montrer que la phase qui compte, en fait, même quand le paquet d'ondes est quantique, c'est bien décrit par la phase du laser au centre du paquet d'ondes classique au moment où on fait les pulses. Voilà. Et donc, on en finit dans ce processus avec une équation qui est très simple, et pour une accélération, dans le cas où il y a une accélération constante, le déphasage en question, il est lié de manière très très simple au vecteur d'onde de l'onde atomique, donc du laser, pardon, à l'accélération et au temps entre les pulses. Donc autrement dit, cette logique d'une équation vraiment très très fondamentale dont on peut se rapprocher en réalité, et donc ça donne un capteur d'accélération qui est directement une mesure absolue dans le système international d'unité par opposition à, par exemple, un dispositif qui fonctionne avec un ressort. Voilà, donc là, je vais très vite. Donc, pour faire un gravimètre, on fait ça en situation verticale, et là, on représente comment le premier pulse sépare les atomes, les recombine et fait voilà exactement ce que je viens de décrire pour mesurer petit g. C'est intéressant de noter, bon voilà, les effets systématiques, le niveau d'incertitude qu'on arrive à obtenir, voilà, 4,4 10-9 de la valeur de petit g. Typiquement, une des limites fortes, du coup, c'est la capacité à faire des fronts d'onde très plats. Donc, pour faire ça très bien, on est obligé de faire vraiment des miroirs qui réfléchissent le faisceau, extrêmement travaillés pour en arriver à lambda sur 100 et faire en sorte que ce soit le plus plat possible, parce que quand les atomes ne sont pas parfaitement froids, ce qui est toujours le cas, ils ont des petites trajectoires latérales et on voit qu'ils explorent des fronts d'onde et donc des phases au cours des impulsions qui sont pas exactement ce qui correspond à l'équation fondamentale. Et donc ça, c'est un biais d'exactitude qui est assez important. Donc là, il y a un travail qui est sur le plan assez technique pratique, mais pour améliorer le fond d'onde et réduire l'expansion en utilisant des atomes plus froids. Donc voilà notre gravimètre transportable de référence, des mesures. Quand on mesure avec ça, la première chose qu'on voit, c'est les marées. C'est un signal flagrant étant donné l'excellente résolution. Et puis on a fait tout un travail de transfert à l'industrie. Et donc là, vous voyez un gravimètre comme ça à l'ETNA en train de faire des mesures. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de l'exactitude, il s'avère que ces dispositifs, quand on compare aux autres dispositifs utilisés en sciences de la Terre, ils ont des avantages, je dirais, qui étaient peut-être pas visés au départ, mais c'est intéressant de le noter. En fait, ils sont beaucoup mieux pour un fonctionnement continu avec un échantillonnage
tournage rapide, sans coût de maintenance élevé, alors que ça, c'est extrêmement limitant pour les gravimètres à coin de cube. Donc ça, c'est un avantage très fort. Et puis, quand il y a un séisme qui passe, ils sont aussi beaucoup moins impactés. Voire même, on peut continuer à mesurer pendant qu'il y a un séisme. Et donc, ça donne vraiment des nouvelles possibilités pour les sciences de la Terre. En un mot, cette logique-là, on peut le faire non seulement pour des gravimètres, mais aussi des gyromètres, des gradiomètres, différents types d'interféromètres, mesurer des forces à courte portée. Voilà, donc là, on a tout un programme avec des applications, métrologie, géodésie, géosciences, navigation inertielle, etc. Bon, là, j'ai listé des projets dans lesquels on est impliqué et une représentation d'un gyromètre à atome froid. Voilà. Donc là, on organise les pulses pour contrairement au cas du gravimètre, qu'il y ait vraiment une aire qui soit créée, qui enserre les trajectoires des paquets d'ondes atomiques, et donc c'est comme ça qu'on est sensible à la rotation en gros par effet Sagnac. Et donc voilà mon dernier transparent. Donc en métrologie, un point de référence gravimétrique basé sur le gravimètre en question que j'ai montré, qui envoie des données concrètement aux réseaux nationaux et internationaux de gravimétrie, qui permet d'organiser des comparaisons nationales et internationales de gravimètres, qui permet de faire une mesure de petit g pour la transférer à la balance du watt pour la réalisation du mètre, du kilogramme, pardon, et puis aussi faire des tests de dispositifs industriels. Donc là, vous avez une photo précisément ça va revenir, c'était une photo de dispositifs industriels, voilà, en train d'être testés. Alors, faut noter aussi, alors ça, c'est pas nous, c'est l'ONERA et c'est le LP2N en collaboration avec nous, qu'il y a aussi une utilisation de ces gravimètres, une exploration de comment on peut mettre ces gravimètres dans des situations embarquées. Donc là, c'est l'ONERA pour la gravimétrie marine, des expériences avec des accéléromètres en Airbus 0G, par exemple, pour préparer l'utilisation de ce type de capteurs pour des missions de géodésie spatiale. Donc, ce genre des capteurs atomiques comme ça peuvent être très bien à mettre sur des satellites pour faire la géodésie spatiale, faire suite à la mission Grace, si vous connaissez ça. Et puis voilà, dernière chose à citer très rapidement, une proposition, je pense, qui va être retenue, un très gros projet porté par notre collègue Sébastien Merlet, 19 partenaires pour faire une infrastructure européenne qui soit un réseau de gravimètres atomiques utilisés et pour des utilisations coordonnées. Donc voilà, il y a tout un tas de cas d'usage qui vont être explorés dans le cadre de ce projet sur des ballons, pour aller mesurer la gravité au Groenland pour s'intéresser à la calotte glaciaire, etc. Voilà, c'est ce qui est représenté sur le petit schéma. Voilà. J'espère que je vous ai donné une idée de comment transformer un dispositif atomique en capteur avec ma présentation. Merci.